Bonjour à toutes, bonjour aux lecteurs de l'Estéclair Libération Champagne, estéclair.fr. Merci de suivre ce débat de l'entre-deux-tours des élections législatives sur la 3e circonscription de l'Aube. Merci aux deux candidats d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vais vous présenter, en commençant par vous, Angélique Ranck. Vous avez 33 ans, vous êtes mère de famille au foyer, conseillère régionale du groupe Rassemblement National. Vous êtes évidemment la candidate du Rassemblement National pour ces élections. Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec 29,5%, soit 8 950 voix exactement, et vous affrontez Laetitia Beury. Vous avez 48 ans, vous êtes directrice d'un laboratoire de la performance dans le domaine du sport et de la santé, conseillère municipale à 3 candidates de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Vous êtes arrivé en 2e position dimanche avec 21,6% des voix, soit 6 546 suffrages. Je rappelle rapidement les résultats des autres candidats du premier tour éliminés. Gaëtan Céphas pour la NUPS, l'Union de la Gauche, 21%, Baptiste Gatouya pour les Républicains, 15%, Céline Lopez-Vaz pour Reconquête, 4,3%, Nelly Colotuzé pour les écologistes indépendants, 4,3%, Laure Fernandez pour Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, 1,7%, Pascal Andrieux, Lutte ouvrière, 1,5%, Dominique Minissier pour le Parti animaliste, 1,4%, Didier Fréville, candidat dissident de la majorité, 0,8%, et pour finir, Lionel Hélic, République souveraine, 0,01%. Merci. Si j'ai pris le temps de faire ce rappel, c'est que les électeurs de ces candidats éliminés forment le réservoir de voix important pour ce second tour. Pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous, Madame Beury, pour commencer ? Parce que d'une manière générale, les électeurs aujourd'hui recherchent de l'écoute, recherchent avant tout de la fiabilité, recherchent des compétences aussi, et recherchent des députés qui sont en capacité de travailler. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis la candidate aussi de la majorité, mais demain, quand je serai députée de tout ce département, de l'ensemble des députés qui formeront les lois pour la nation. Donc encore une fois, je pense que les électeurs recherchent aussi des députés qui soient en capacité de travailler. D'accord. Madame Ranck. Aujourd'hui, les électeurs, ils ont un choix à faire, donc un choix d'un député qui va soutenir la Macronie. Et nous avons également un député qui sera dans l'opposition. C'est un député également qui est un député de raison, crédible et incorruptible surtout. Donc aujourd'hui, si je m'adresse notamment aux abstentionnistes qui ont été très nombreux au sein de la circonscription, je les comprends, je l'ai vu ces derniers jours, j'ai échangé avec bon nombre d'entre eux. Ils ne se déplacent plus aux urnes parce qu'ils ont l'impression tout simplement que ça ne sert à rien, que les politiciens ne s'occupent pas d'eux. Et aujourd'hui, effectivement, ils veulent un député de proximité qui les écoute. Et c'est aujourd'hui le sens de ma présentation à cette candidature. Le candidat de la droite battu, Baptiste Gatouya, a expliqué qu'il voterait pour Laetitia Beury. Ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est également la raison pour laquelle beaucoup d'électeurs Rassemblement National, beaucoup d'électeurs d'autres également mouvements ne veulent plus se déplacer aux urnes. C'est qu'ils ont l'impression qu'il y a un barrage antidémocratique. Leurs vœux, leurs voix ne sont plus portées aujourd'hui dans les institutions. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on réfute. Et la vague aujourd'hui bleu marine qu'il y a eu sur toute la France démontre que c'est en train de changer. Sur les abstentionnistes, vous voulez dire aussi Oui, je veux dire que c'est déjà une contre-vérité. La démocratie s'exprime, elle s'exprime dans les urnes, je crois. Donc il n'y a pas de débat antidémocratique. On est face à une élection pour la nation. Et puis aujourd'hui, effectivement, si Baptiste Gatouya a appelé pour voter pour moi, c'est parce que je représente aussi quelqu'un qui travaille, qui a rencontré bon nombre de personnes sur cette circonscription, qui est fiable, qui est en capacité de suivre des dossiers, ce qui n'est probablement pas forcément votre cas. Donc en plus, il a eu, lui, cette intelligence aussi, quand il était candidat, de vraiment travailler beaucoup, d'assister à des débats où vous étiez absente. Par exemple, le débat sur les agriculteurs vendredi dernier, on n'était que 2, alors qu'on est quand même 11 candidats sur cette circonscription. Donc parfois, il faut aussi à la rencontre de tous les interlocuteurs du territoire, même si ça fait pas plaisir, même s'il y a des choses parfois qu'on entend où il faut absolument débattre, c'est nécessaire d'être présent et c'est nécessaire de travailler. On doit entendre la contradiction, on doit pouvoir travailler, on doit pouvoir débattre et on doit pouvoir aussi être capable de porter des projets au niveau national. Chose que vous n'avez pas fait puisqu'on ne vous a absolument pas vu sur ce type de débat, à en déplorer d'ailleurs Joël Hospital qui organisait ce débat et qui disait « vous n'êtes que 2 aujourd'hui ».
Écoutez, je me permets de rebondir. Vous êtes effectivement peut-être allé à ce débat-là. Est-ce que vous avez pris le temps de rencontrer les sages-femmes? Est-ce que vous avez pris le temps de rencontrer les agriculteurs, les surveillants pénitentiaires? Ça a été mon cas. Les retraités, ça a été également mon cas. Alors j'ai pris le temps de rencontrer effectivement l'ensemble du personnel, en tout cas notamment sur l'hôpital de Remilly sur les soins palliatifs. Je suis encore hier allée à la clinique privée qui est sur notre circonscription. L'ensemble des agriculteurs, oui, je les ai rencontrés. Les chefs d'entreprise aussi. Les sages-femmes, parce que aussi dans ma profession et dans mon métier, je suis en recherche de sages-femmes, donc je les ai largement contactées et l'ordre des sages-femmes me connaît parfaitement. Donc on va pas faire une guerre de qui a rencontré quoi. Effectivement, encore une fois, s'il y a un appel à voter pour des députés comme nous, comme moi en tout cas, c'est aussi parce qu'aujourd'hui il y a une recherche de fiabilité et de compétences et de pouvoir mener à bien des dossiers et surtout aussi de discuter avec l'ensemble du corps électoral, c'est-à-dire l'ensemble des maires que vous n'avez pas rencontrés, des conseillers départementaux, le président du département, les sénatrices, bon nombre d'interlocuteurs sur ce département qui attendent aussi de pouvoir travailler avec l'échelon national et de pouvoir discuter avec tout le monde sans clivage. On n'a pas parlé des électeurs de gauche. Est-ce que vous avez un message particulier pour eux, sachant que leur candidat a frôlé le deuxième tour dimanche dernier? Je ne sais pas si vous avez un mot pour eux. Je m'adresse aux patriotes de gauche qui subissent la gauche mélenchoniste, tout simplement. Vous voulez dire un mot aussi, Gabriel? Oui, en fait, ces électeurs représentent un large panel de différents horizons. Et c'est vrai aujourd'hui que la gauche, au niveau du département, incarne aussi dans ce département la partie humaine aussi, humaniste, historique. Je pense à notamment même la ville de Romilly qui historiquement avait aussi ses couleurs politiques. Et ce sont en bonne intelligence également des politiques qui appellent à voter pour des députés avec lesquels ils vont pouvoir discuter et travailler. Ok. On va passer au deuxième temps sur les particularités de la troisième circo. Il y a un projet qui fait parler depuis des années, et ce n'est pas la ligne 4. C'est aussi le projet de mise à grand gabarit de la Seine, entre Bray et Nogent-sur-Seine. Est-ce que si vous êtes élu, vous continuerez d'accompagner ce projet, Madame Ranc? Oui, le mode fluvial a démontré sa pertinence avec sa croissance. Et il y a eu plus de 30% sur les 25 dernières années. Elle répond à de multiples objectifs, notamment environnementaux. Ça permet de réduire des gaz à effet de serre, des nuisances sonores. Ça permet également de désengorger les réseaux routiers également. C'est un projet qui est porté par les Voies navigables de France et qui permettrait de relier les ports de Nogent au bassin parisien. Ça permettrait également de pouvoir avoir accès aux ports du Havre, de Rouen, du nord d'Europe, et ça permettrait ainsi d'accroître les échanges de marchandises avec l'entreprise que nous avons Soufflette sur sur Nogent. C'est un levier pour l'emploi et d'un développement économique. C'est une chance qu'on ait ce projet effectivement sur le département. Je le soutiendrai comme je l'ai soutenu à la région en 2017. Oui, c'est un projet, un ouvrage important qui est venu d'ailleurs inaugurer notre Première ministre il y a quelques temps, Elisabeth Borne. Et il faut savoir aussi comprendre l'ancrage vraiment et la manière dont cet ouvrage va pouvoir se développer. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré aussi le maire du Mériot, j'ai rencontré aussi le maire de la Motte-Tilly et leurs conseillers, qui, eux, souhaitent effectivement un dialogue encore plus large avec les élus qui ont besoin de porter leur voix sur ce type d'ouvrage parce qu'ils vont aussi avoir des nuisances de par la construction, mais pour autant, ils sont très favorables avec Voies navigables de France pour finalement développer encore plus, effectivement, pour la malterie Soufflet notamment, mais pas que la malterie aussi. Le canal grand gabarit va permettre aussi un attrait touristique important parce qu'on va pouvoir, avec Voies navigables, travailler sur un développement de territoire orienté aussi environnement et puis sur le développement bien plus loin encore sur les investissements qu'on va avoir autour de cet ouvrage et du travail que ça va générer. Mais c'est vrai que les élus ont besoin aussi de discuter avec les parlementaires pour défendre aussi la manière dont la construction va se faire. Donc c'est un maillage intelligent aussi. Nogent, c'est aussi une centrale nucléaire, évidemment. Quel est votre regard sur la question du nucléaire? On sait que Emmanuel Macron a relancé des projets d'EPR, souhaite relancer
des projets d'EPR nouvelle génération à l'horizon 2035. Angélique Ranck, est-ce que vous êtes favorable à cette question? Est-ce que si un jour la possibilité que nos gens accueillent un nouvel EPR se présente, est-ce que vous soutiendrez cette question? L'énergie nucléaire, c'est l'énergie la plus décarbonée, elle est sûre, elle est constante, elle est abondante, c'est un allié du climat. Au final, sur cette durée de vie, sur un ensemble de processus, c'est 6 grammes de CO2. L'éolienne, c'est 7 grammes. Les photovoltaïques, c'est 55 grammes. Aujourd'hui, les EPR2 sont plus compétitifs, sont moins coûteux, sont plus rapides. Donc, évidemment, il faut les porter sur... il faut les étendre, il faut effectivement les construire. Mais après, les remplacer sur la centrale de nos gens... non, la centrale a à peine 35 ans. Aujourd'hui, on a un moyen, grâce au programme du grand carénage, de pouvoir rénover ces centrales et il faut la préserver au contraire. C'est imparfait comme réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, on est à l'horizon 2035. Donc il faut travailler dès maintenant aussi sur les économies d'énergie avant de pouvoir se projeter aussi dans d'autres installations. Donc les économies d'énergie, ça passe aussi par un mix énergétique extrêmement important. Ça passe aussi par l'isolation et l'accompagnement des foyers sur la manière dont ils vont se chauffer demain, dans la manière dont ils vont pouvoir, eux, utiliser efficacement l'énergie. Effectivement, sur la centrale de Nogent, contrairement à ce que vous avez dit, il ne s'agit pas de rénover la centrale, mais il y a bien des tranches qui sont prévues au cas où il y aurait une extension et un besoin pour le réseau national. Donc la centrale de Nogent restera de toute façon aujourd'hui. Et puis sur le développement futur, effectivement, il y a des projets d'EPR qu'il faudra de toute façon accueillir, mais dans un cadre assez large de débat public pour que ça profite à l'ensemble du territoire, que la population soit informée correctement. Et puis sur la partie des éoliennes, je voudrais rebondir sur un débat qu'on a eu parce que la candidate souhaite démanteler les éoliennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on démantèle les éoliennes sur le territoire, je pense notamment à un maire que j'ai vu hier, c'est-à-dire à Orvilliers-Saint-Julien, il a 18 éoliennes qui lui rapportent 80 000 € sur sa commune. On a des agriculteurs qui ont aussi des éoliennes sur leur territoire qui leur rapportent entre 3 et 4 000 € par an par éolienne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, immédiatement, on va démanteler des éoliennes. Alors vous allez me couper en me disant c'est pas immédiatement, mais en tout cas c'est votre souhait de les démanteler, je regrette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'insiste sur ce mix énergétique et sur la manière dont on est accompagné sur le territoire pour l'ensemble des énergies, même les énergies qui sont aujourd'hui la méthanisation, d'autres encore avec des projets pour les hydrocarbures et travailler aussi sur la fin en fait à un moment donné du pétrole et travailler sur la transition globale de notre société. Mais encore une fois, il faut vraiment travailler sur un mix énergétique complet. Je vous laisse répondre sur les éoliennes. À propos des éoliennes, vous avez pris un raccourci. Le démantèlement des éoliennes, c'est les éoliennes qui arrivent en fin de vie. C'est progressif, bien évidemment. Comment une éolienne arrive en fin de vie? Vous pouvez nous expliquer? Ça m'intéresse. Les éoliennes que nous avons dans les parcs privés des agriculteurs, évidemment, ça leur apporte de l'argent. Ils ont tout intérêt à le garder. On ne veut pas les démanteler. Nous, on vit dans les plaines d'Arcy. Tout le monde vous le dira, c'est une aberration. Vous voyez combien il y a d'éoliennes au kilomètre carré. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant, on peut rester à nouveau sur le nucléaire. Ces éoliennes, elles peuvent être utiles pour pouvoir justement recharger ses piles à combustible. Mais M. Macron n'est même pas... Excusez-moi, je n'ai pas du tout compris ce que vous venez d'expliquer. Vous n'êtes pas très clair. Je n'ai pas du tout compris, mais... On peut continuer. Sur les éoliennes, est-ce que vous soutiendrez, vous, des mouvements? On sait qu'il y a des projets en cours, des mouvements d'habitants de villages concernés qui sont opposés à cette démarche. Est-ce que, clairement, vous affichez votre soutien à cette partie de la population qui est opposée à ce type de projet? Je comprends qu'ils soient opposés. Ça défigure nos paysages. Ils ne sont pas opérationnels tout le temps, on ne peut pas les recycler. Il y a d'autres alternatives, le mix énergétique, ce n'est pas seulement les éoliennes, il y a également les biocarburants, il y a également... il y a tellement effectivement d'énergie renouvelable que l'éolienne, non, ce n'est pas la solution, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous, elle sature nos paysages. Ok. Un mot d'éducation, je voulais vous faire réagir à un chiffre, 155 villages de notre département ont perdu une école depuis 1975. Alors c'est quasiment un village sur 3, même si
on remonte assez loin dans le temps. Quel rôle peut avoir un député sur cette question des fermetures de classes et d'écoles, hein, je parlais bien d'écoles précisément. Est-ce qu'il faut un moratoire? Est-ce qu'il faut accompagner la baisse dans certains secteurs de la démographie? Comment vous vous positionnez face à cette question? Alors c'est très juste ce que vous venez de dire, ça correspond effectivement aussi à une baisse de la démographie. Donc quand les villages se retrouvent avec quasiment peu ou pas d'enfants, c'est extrêmement compliqué de maintenir une classe. Et c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas fermer les écoles. Ça c'est certain. Ce qui a été fait et qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir pu dédoubler les classes pour le CP-C20. Et ça, c'est fait à 100%. Donc ça a été l'engagement d'Emmanuel Macron et ça a été fait. Et je pense à une enseignante là, à la Chapelle Saint-Luc qui... une maîtresse qui s'appelle Émilie, qui aujourd'hui se retrouve avec 12 élèves dans sa classe et qui trouve que c'est un confort exceptionnel. Et pour rebondir aussi sur la partie démographique, moi je pense à un maire qui m'a expliqué quelque chose d'extrêmement intéressant, au maire de Torvilliers, où lui il a choisi finalement un développement de maximum, on va dire 7 à 10 pavillons par an, de nouvelles constructions, ce qui permet d'avoir une rotation des familles régulières, plutôt que d'avoir un parc de, admettons, 100 habitations neuves aujourd'hui sur un village, où on va construire tout de suite l'installation nécessaire pour la scolarité, mais quiz en 5, 6 ou 7 ans après de ces familles qui vont rester, et des enfants qui ne vont plus revenir, puisqu'on est déjà à saturation sur un nombre de constructions. Donc c'est plus à réfléchir aussi sur l'organisation du territoire, avec les élus qui travaillent aussi avec l'inspection et l'éducation nationale, pour voir comment on travaille sur un maillage intelligent de l'éducation pour nos ruralités et pour la ville. Ok. Madame Ranc. Toute fermeture de classe doit être conditionnée à une concertation au préalable. Donc ça peut être fait avec le corps justement éducatif, avec la mère, avec le maire, avec le rectorat. C'est une décision qui doit être prise au sein du département, au sein de la commune. Parce que pareil, vous soutenez quand on voit, alors c'est pas votre circonscription, mais on voit qu'à Palis, il y a des parents d'élèves qui s'opposent à une fermeture d'école. Vous soutenez ces démarches? Oui, je comprends. Je suis d'ailleurs pour un moratoire sur la suppression des postes et une ouverture partout où c'est nécessaire. Les parents d'élèves, effectivement, je les comprends. C'est d'ailleurs une source d'angoisse chaque année de savoir si une classe ou une école va fermer. Aujourd'hui, avec le prix du carburant, on sait que ça va être des kilomètres supplémentaires. On voit qu'il n'y a pas un maillage non plus au niveau des transports scolaires exceptionnels. Donc on sait que ça va être des difficultés aussi et même des sources d'inquiétude. Après, il faut ouvrir d'autres postes. Il faudrait baisser également le nombre d'élèves parce qu'on l'a vu aussi par rapport à la crise du Covid. Il y a un mal-être général, que ce soit envers les enseignants, également par rapport aux élèves. Ok. Sur le domaine de la santé, on sait que... Le dédoublement de classe a été fait. Il y a beaucoup moins d'élèves, 100% a été fait. Voilà, je voulais le préciser encore une fois. Préciser, c'est plutôt pour la grande section et les cours préparatoires. Ça a été fait. Pour le CP, cours préparatoire, oui, ça a été fait. Et l'accent a été mis aussi sur les mathématiques et le français, qui sont les fondamentaux. Et les enseignants sont ravis qu'on puisse laisser le temps avec moins d'élèves de travailler de cette manière-là. Et je partage tout à fait effectivement ce projet que par rapport aux mathématiques et au français. Maintenant, ce dédoublement des classes, ça se voit surtout au milieu urbain en zone et non pas en zone en zone défavorisée. Oui, en zone défavorisée. Sont toujours les oubliés. C'est là où que justement il y a une rupture. Oui. Oui. C'est là-bas qu'il y a le plus de classes de fermées, c'est là-bas qu'il y a moins de services de proximité, c'est également dans ces endroits-là où il y a le moins de bus pour pouvoir justement se rendre à d'autres écoles. C'est ici qu'il y a des difficultés. J'ai habité 20 ans en ruralité, ça fonctionne encore très bien. Il y a des maires qui se battent énormément pour leurs écoles. Il y a des bus aussi qui fonctionnent très très bien. Il y a des services scolaires. Les maires investissent beaucoup aussi dans les cantines scolaires, dans la garderie, etc. Ça fonctionne très bien et ça permet une cohésion sociale sur le territoire. Donc la liste de tout ce qui ne fonctionne pas quand on ne fait pas de proposition, c'est assez compliqué à entendre, je pense, pour l'ensemble des électeurs. Encore une fois, il faut aussi prendre l'inverse, regarder ce qui fonctionne, continuer à aller de l'avant plutôt que de continuer à faire la liste de ce qui ne fonctionne pas, puisque on est élu aussi pour transformer la société et améliorer les choses et faire des propositions. Très bien. Sur la santé, donc on y vient, on a un petit peu de temps. Comment la députée que vous serez peut-être entend lutter contre les déserts médicaux que nos concitoyens, les Aubois rencontrent? Est-ce qu'il faut par exemple obliger les jeunes médecins
à s'installer dans des zones déficitaires en termes d'offres de soins. Non, il ne faut pas les obliger, il faut tout simplement les inciter. Aujourd'hui, s'ils ne veulent plus aller en milieu rural, c'est parce qu'il n'y a plus d'attractivité sur le territoire. Il faut les inciter peut-être en bonifiant justement le prix de la consultation lorsqu'ils s'éloignent le plus en milieu rural. Après, il faut également partager les compétences. Les médecins aujourd'hui ont trop de compétences alors qu'on pourrait également les développer auprès des sages-femmes, auprès des pharmaciens, auprès des stations sociales pour tout ce qui est prévention par exemple aux personnes âgées. Il faut développer la télémédecine également puisque ça permet également de lutter contre ces déplacements, ces personnes qui sont isolées aujourd'hui et en plus ça permet de passer moins de temps à attendre un rendez-vous médical. Oui, il faut regarder aussi sur la totalité du territoire comment sont répartis les praticiens. Alors quand on dit désert médical, derrière ça cache aussi finalement des médecins, des dentistes, des infirmières, des kinésithérapeutes. Ils sont sur le territoire, donc c'est pas suffisant, mais pour autant parfois ils sont concentrés et il faut aussi leur permettre d'avoir une manière de travailler aussi pluridisciplinaire. C'est ce qui existe aussi, je pense à mon suppléant, à Marc Jurzac, qui a créé, qui est aussi dans une maison de santé à Marigny, où on retrouve un besoin et l'ensemble de ce que la population peut attendre. Mais il faut aller plus loin aussi sur la partie incitative pour les médecins. Il faut aussi leur proposer un système de parrainage. Ça existe sur certains territoires. Il y a des maires qui acceptent de verser 10 000 € par an en compensation pour les études de médecine d'un médecin. Et lui, en contrepartie, doit venir s'installer 5 ans sur le territoire, là où le maire l'a accompagné sur ses études de médecine. Alors on sait que c'est des études qui sont longues et coûteuses. C'est pas la solution, mais ça peut être une des solutions. Et il faut regarder partout où ça fonctionne pour trouver justement le moyen d'accompagner sur ce territoire d'une manière un peu plus intelligente, on va dire, la répartition des praticiens et l'attractivité pour ces médecins qui pourraient revenir effectivement dans nos milieux ruraux, à la ville aussi, parce qu'on manque aussi de praticiens, d'ophtalmo, de dentistes sur la ville de Troyes, ça c'est une évidence. Très bien. On entame la dernière partie. Je vous avais laissé une carte blanche en guise de conclusion. Si vous êtes élu demain, dans l'idéal, quelle loi aimeriez-vous faire passer à l'Assemblée ? Madame Rand, on commence par vous. Bien, ce serait des lois sur le pouvoir d'achat par rapport, c'est justement l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est ce qui vient à l'esprit également de tous les Français, de tous les Aubois. Aujourd'hui, chacun a besoin de sa voiture pour aller travailler, pour se rendre à des associations, pour emmener ses enfants chez les médecins ou dans les activités périscolaires. Et le prix du carburant est aujourd'hui à 2 €, 2,20 €, 2,24 €. Il faut baisser, c'est un bien de première nécessité, il faut le baisser la TVA à la hauteur de 5,5 €. Il faut également penser à l'alimentation, puisqu'on attend une augmentation de 10% jusqu'à la fin de l'année, donc un panier essentiel de 100 produits d'hygiène et d'alimentation, afin que chaque citoyen puisse avoir une augmentation de son pouvoir d'achat. Ouais, c'est un petit peu léger comme conclusion. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les électeurs ont besoin aussi d'écoute, de fiabilité, de compétences et de travail surtout. Et puis, d'une manière générale, la première loi à laquelle je pense, c'est effectivement le pacte pouvoir d'achat qui a été mis en place par Emmanuel Macron. Donc je suis ravie de voir que le Rassemblement national sera derrière ce pacte pouvoir d'achat, c'est-à-dire accompagner immédiatement l'ensemble des concitoyens. Et puis, je pense aussi à une mesure que j'ai entendue, que j'aimerais faire avancer, qui ne sera probablement pas une loi, mais sur laquelle il faut appuyer, c'est la lourdeur administrative, c'est-à-dire l'ensemble des mesures. Quand une commune a besoin de monter un dossier, c'est très compliqué. Quand nos concitoyens ont besoin de faire des demandes administratives, en fait, il faut encore travailler sur la simplification des dossiers pour accompagner de plus en plus nos sociétés, nos entreprises, nos administrés quand ils ont des dossiers. Et puis aussi, ce qui va être une avancée majeure, c'est la solidarité à la source, qui va permettre, comme l'impôt sur le revenu à la source, la solidarité, c'est d'accompagner sur les aides sociales dès le départ, immédiatement à la source, sans monter de dossier justement assez complexe, et puis d'avoir une immédiateté dans les aides qu'on pourra apporter ou retirer des aides quand l'administré change et évolue dans sa vie au fur et à mesure. Donc ça, c'est des mesures qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je suis cette candidate. Je coche toutes les cases, ce que n'est pas le cas de la candidate du Rassemblement national en termes d'écoute, de fiabilité, de compétences et surtout de travail.
Vous pouvez parler de fiabilité. Hein. Là, en politique, c'est la force de la politique, c'est la droiture. Aujourd'hui, vous avez claqué la porte, je vous rappelle, de votre mouvement il y a à peine un an. Vous vous permettez aujourd'hui... C'est une contre-vérité. Non, Autrement, Emmanuel Macron ne m'aurait pas investi. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important d'avoir aussi cette fiabilité et cette rigueur dans un mouvement pour accompagner, pour les électeurs aussi, la politique d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Vous-même vous dit que vous ne vous reconnaissiez pas dans le mouvement en lui-même, qu'il n'y avait pas de cap défini. Je cite simplement vos propos, vous les avez postés sur les réseaux sociaux, ça a été relayé. Les réseaux sociaux ne sont pas des médias fiables. Je vous remercie. Ce sont effectivement vos chevals de bataille pour dire des contre-vérités, je l'entends. Encore une fois, les citoyens ici ont besoin d'écoute, de fiabilité, de travail et de compétences, et les élus du territoire que vous n'avez pas rencontrés aussi. C'est ce que vous ne faites même pas au conseil municipal, comme vous souhaitez le faire à la députation. Ne descendez pas à ce niveau-là, élevez le débat s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, on va en rester là. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous nos lecteurs qui nous regardent. Merci à Clément qui travaille et qui publiera le compte-rendu de ce débat dans notre édition de vendredi. Et puis je vous souhaite à toutes les deux bonne chance pour dimanche. Merci. Merci. Je vous laisse le cahier du coup.